des fleurs. Les thèmes du 22h ce soir, retraite. Le gouvernement a décidé de faire sauter le verrou des 60 ans. Le ministre du Travail Éric Woerth l'a affirmé ce soir sur le site de l'hebdomadaire Paris Match. C'est donc la fin d'un vrai faux suspense. Analyse en quelques instants de Jean-Louis Gombault. Après la Grèce, le Portugal, l'Espagne et la Grande-Bretagne, le couperet de l'austérité tombe un peu partout, et notamment ce soir en Italie, avec il y a quelques instants l'adoption d'un plan d'austérité de 24 milliards d'euros. Comment le vieux continent à l'heure de la rigueur est-il perçu outre-Atlantique? Le regard de notre invité, Nayan Chandar. Il est journaliste et chercheur à l'université de Yale aux États-Unis. Et puis la France s'interroge sur ses rythmes scolaires, des cours le matin et le sport l'après-midi. Y êtes-vous favorable pour vos enfants? C'est le débat du 22h. Et actualité oblige, on va commencer avec cette information sur les retraites. Le gouvernement a donc décidé d'en finir avec la retraite à 60 ans. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors est-ce que repousser l'âge légal de la retraite, c'est une information, une confirmation ce soir? C'est plutôt une confirmation, disons qu'on le subodorait et maintenant c'est annoncé, c'est décidé. C'est une information en tout cas importante pour plusieurs raisons, d'abord politique et financière. Politique, bon, parce que quand même l'équipe Sarkozy a fait sauter un symbole très important de la gauche, Jospin, Aubry de l'an 2000, c'était les 35 heures. Et voilà maintenant un deuxième symbole qui va sauter, c'est celui de la gauche Mitterrand de 1983, les 60 ans. Donc là, il y avait un obstacle politique majeur et extrêmement important. Ensuite, il y avait les aspects financiers. Aujourd'hui, quand vous voulez partir à la retraite, si vous avez 60 ans, quel que soit le nombre de trimestres que vous avez cotisé, vous pouvez partir. Vous avez une retraite évidemment réduite, mais vous pouvez partir. Si vous dites 61 ans, voire 62, voire 63 et pourquoi pas 65 ans, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes obligé, si vous voulez toucher votre retraite, de continuer à travailler. Et c'est très important parce que vous avez 700 000 personnes qui chaque année partent à la retraite. Est-ce qu'on va leur dire au 1er janvier prochain, date à laquelle sera appliquée la réforme, 1er janvier 2011? Non, vous ne pouvez pas partir à la retraite. Et donc ça fait une économie considérable pour le système de retraite de l'ordre de 4 milliards d'euros. Donc c'était symboliquement important et financièrement extrêmement important. Et Jean-Louis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir maintenant? Parce qu'Éric Woerth le dit, tout reste à venir. Alors évidemment, je dirais là, c'est un symbole, c'est quelque chose d'extrêmement important qui a sauté, mais il y a toute une foule de questions qui ne sont pas encore résolues. D'abord, on fait sauter le verrou des 60 ans. Mais alors, pour aller à 61, 62, 65, on ne sait pas. Deuxièmement, 61 ans, mais quand? Dès le 1er janvier 2011? Ou bien est-ce qu'on va étaler dans le temps le recul de l'âge ouvrant droit à la retraite? Ensuite, il y a un double système en France. Vous avez l'âge qui vous ouvre le droit à la retraite et le nombre d'années de cotisation. Est-ce qu'on va toucher également au nombre d'années de cotisation? Est-ce qu'on peut passer de 41 ans en 2012 à 41 ans et demi en 2020, comme on le subodore? Ensuite, on a parlé de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle un haut revenu? Oui, combien sera les oui. contributions? Ensuite, vous avez tout le problème des fonctionnaires qui est également sur la table. Est-ce que les fonctionnaires vont cotiser comme dans le privé? Aujourd'hui, vous savez que les fonctionnaires cotisent 7,8% du salaire, alors que dans le privé, on cotise 10%. Est-ce qu'on va égaliser les deux? Donc, vous avez encore une foule de questions. Et là, autant pour les 60 ans, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est la fin d'un faux suspense. Là, on entre dans le vrai suspense. À suivre donc, on rappelle qu'aujourd'hui, Jean-Louis, il y a eu la convention de l'UMP sur ce sujet qui a poussé justement le gouvernement à faire sauter le verrou de 60 ans. Il y a eu aussi toute la journée de nombreuses réactions politiques, notamment de l'opposition. Cécile Duflot, la secrétaire nationale des Verts, estime que l'âge de la retraite ne doit pas faire l'objet d'un marchandage de Bercy. Et Martine Aubry a parlé quant à elle de mesures idéologique. Et notez-le, les syndicats se préparent à la journée de grève de manifestation ce jeudi pour influer, disent-ils, sur la réforme des retraites. Voilà pour ce sujet, la suite du 22h. Tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est dans le tour de l'info de Pierre Bonde-Joseph.
Il n'avait pas pu se rendre à Cannes où il était pourtant membre du jury parce qu'il était incarcéré dans les geôles iraniennes. Selon son épouse, le cinéaste Jafar Panahi est aujourd'hui libre. Il y a une dizaine de jours, il avait entamé une grève de la faim. À 49 ans, il est connu pour avoir soutenu ouvertement l'opposition au président Ahmadinejad. Cet après-midi, Frédéric Mitterrand s'est réjoui de cette libération. Les manifestations de soutien qui ont été adressées à Jafar Panahi pendant le Festival de Cannes ont certainement eu un impact. Dans la mesure où le Festival de Cannes est un événement mondial, que tout le monde peut se connecter sur ce qui se passe au Festival de Cannes et que donc les appels incessants qui ont été adressés pour la libération de Jafar Panahi ont été forcément répercutés. Aujourd'hui, la tension entre les deux Corées est montée d'un cran. La Corée du Nord a annoncé avoir rompu toutes ses relations avec son voisin, la Corée du Sud, y compris ses télécommunications. Kim Jong-il, le leader nord-coréen, a placé son armée en état d'alerte après que Séoul ait menacé de faire payer le prix à la Corée du Nord, payer le prix du naufrage d'une de ses corvettes la semaine dernière. Un naufrage qui avait fait 46 morts parmi les marins. Mort d'une balle en plein cœur, la nuit dernière, un homme de 19 ans est décédé des suites de ses blessures. Connu des services de police, il a été touché lors d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue à la cité des 4000 à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le maire de la ville dénonce l'absence de la police dans sa commune. Marie-Georges Buffet, députée de Seine-Saint-Denis, exige le retour de la police de proximité. Il y a un an, presque jour pour jour, Michel Alliot-Marie déclarait déjà à la Courneuve des opérations coup de poing contre les trafiquants de drogue. Banlieue encore, sur fond de violence. Aujourd'hui, François Fillon a dévoilé son projet de réforme de la politique de la ville lors de l'installation du nouveau Conseil national des villes. En 2011, si tout va bien, une nouvelle loi au programme réforme de la carte des zones sensibles et rééquilibrage des aides des villes les plus riches aux plus pauvres. Claude Villain, maire de Clichy-sous-Bois, qui a lancé une pétition en fin de semaine dernière pour réclamer des moyens supplémentaires, s'est déclaré ce soir très déçu. Un à un, les pays européens dévoilent leur plan d'austérité après le Royaume-Uni hier et ses 7,2 milliards d'euros d'économie. Ce soir, c'est l'Italie qui annonce une baisse de son budget de 10%, un gel des salaires des fonctionnaires. Et là où la France ne remplace qu'un fonctionnaire sur deux, l'Italie va plus loin, elle n'en remplacera qu'un sur 5. Au total, 24 milliards d'euros d'économie sur 2 ans. Tous les pays d'Europe veulent échapper à une baisse de leur notation. Des mesures qui n'ont pas rassuré les marchés. Ce soir, Paris et Madrid finissent en forte baisse. L'invité du 22h ce soir, il est journaliste et chercheur à l'université de Yale aux États-Unis, Nayyan Chanda. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes né en Inde en 1946. Vous avez couvert pendant plus de 30 ans l'actualité de la région Cambodge, Laos, Vietnam et Thaïlande. Et vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef du magazine Yale Global. Et vous avez écrit de nombreux livres dont on va parler. L'un d'entre eux s'intitule « Au commencement était la mondialisation ». Mais d'abord, l'actualité, Nayyan Chanda, la rigueur, vous l'avez vu, s'impose partout en Europe, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne. Il y a des coupes budgétaires, c'est la course à l'austérité. Comment tout cela, comment tout ce qui se passe dans la zone euro est perçu aux États-Unis? Il y a une grande inquiétude sur le sort de l'euro parce qu'on pense que l'économie de la zone euro sont inégaux et la chute ou échec de l'une des économies peut entraîner le départ des capitaux ou d'investissement à l'autre qui entraînait en fait une chute de l'euro. Alors c'est un souci qui est assez important actuellement aux États-Unis. On ressent l'inquiétude d'ailleurs parce que Barack Obama s'était exprimé justement sur l'euro et la monnaie unique et ses changements. Oui, il a lui-même téléphoné à Angela Merkel pour le persuader d'assister à la Grèce. Il a joué un rôle actif. Alors au moment justement où l'on parle de rigueur en Europe, un autre pays, un géant, l'Inde, se rapproche tranquillement de son taux de croissance d'avant-crise. Est-ce que pour l'Inde, finalement, la crise est déjà un lointain souvenir? Presque. Moins que peut-être la Chine, mais le fait que l'Inde dépendait beaucoup moins sur l'exportation que d'autres pays. Et donc l'économie indienne à l'intérieur, c'est suffisamment grande pour absorber la production. Donc, si l'économie mondiale ne s'accroît pas d'une façon pour accepter l'exportation indienne, ça n'a pas beaucoup d'importance pour l'Inde. De quel taux de croissance on parle? C'est un retour vers les 7 à 8%.
Par rapport à une prévision de croissance d'environ 1 ou un peu plus en Europe, est-ce que vous-même, personnellement, vous êtes inquiet de la crise, de l'euro, de ce qui se passe en Europe? Je suis inquiet surtout, je sens qu'il n'y a pas vraiment une réalisation concrète qu'il faut changer. C'est-à-dire la vie que l'Europe a menée, la vie dolce vita européenne, c'est maintenant terminé. Il faut faire des choses différemment, sinon le marché capitaux ne va pas aider l'Europe pour revenir. Alors voilà. donc, faire les choses différemment, c'est peut-être aussi avoir un gouvernement économique, c'est ce qu'on demande à l'Europe, c'est ça par exemple, c'est ce que vous voyez pour l'Europe? Oui, pour l'Europe, c'est quoi que c'est... Donc, dans un côté, il faut de l'austérité, il faut de rigueur, mais d'autre part, promouvoir le développement pour donner les boulots aux gens, parce que quand même, la chômage s'augmente très rapidement en Espagne ou au Portugal, et évidemment en Grèce, c'est un cas assez sérieux. Oui. Donc... Et d'ailleurs, de nombreux économistes rejoignent aujourd'hui ce que vous dites, c'est-à-dire l'austérité, mais pas trop, puisqu'ils appellent à ne pas faire trop de zèle dans l'austérité. Alors voilà, sur le plan économique, on va parler aussi sur le plan politique. Il y a des tensions qui secouent en ce moment même les deux Corées. La Corée du Nord a brandi la menace d'une action militaire et a rompu d'ailleurs toute relation avec la Corée du Sud. Est-ce qu'il y a un vrai risque d'affrontement entre les deux pays aujourd'hui? Oui, il y a en effet, aujourd'hui, il y a un risque beaucoup plus grave qu'avant, parce que la Corée du Nord connaît un moment de transition. Le Kim Jong-il, il est malade et son fils, qui est très jeune, on le prépare à son succession. Et pour préparer la population que le jeune successeur est capable de se tenir devant le Sud, il essaie de créer une crise. Et cette crise... Donc c'est volontaire, il cherche un cassis belli voulu. Et en effet, les renseignements américains sont convaincus que c'est Kim Jong-il lui-même qui a donné l'ordre pour couler ce bateau. Alors, autre foyer de troubles et de violence, Nayan Chanda, c'est la Thaïlande. Les affrontements entre partisans du gouvernement et chemises rouges ont baissé d'intensité ces derniers jours, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un retour au calme? Non, je ne pense pas, parce que la raison laquelle cette manifestation a eu lieu, ce n'est pas résolu. Parce qu'il y a un décalage énorme qui existe entre les gens ruraux et la ville grande comme Bangkok. Et si le gouvernement n'essaie pas d'améliorer la vie des gens dans la campagne, ces gens ils se sont délaissés par le gouvernement et ignorés par le gouvernement, et c'est pas sentiment qui peut... Et on précise qu'aujourd'hui, la Thaïlande a lancé un mandat d'arrêt contre l'ancien Premier ministre Shinawatra. Donc le conflit se déplace aussi sur le plan judiciaire. Alors Nayan Chanda, on va parler aussi de votre livre « Au commencement était la mondialisation ». On a beaucoup parlé ensemble de l'Asie. Dans ce livre, vous parlez évidemment d'Asie, vous parlez d'Orient, vous parlez d'Europe et surtout de mondialisation. C'est-à-dire que vous avez choisi de travailler sur le terme le plus galvaudé et le plus ambigu qui existe. Oui, j'essaie de comprendre ce mot parce que théoriquement, ce mot mondialisation, c'est seulement apparu dans le dictionnaire dans l'année 60. Or, je pense que le concept ou c'est le processus que j'appelle mondialisation, c'est des connexions des sociétés, des hommes partout dans le monde. Ça, c'est un processus qui a commencé il y a 60 000 ans quand nos ancêtres avaient quitté l'Afrique pour marcher vers le reste du monde. Et peu de monde savent ce que signifie la mondialisation. Tous, d'ailleurs, on ignore vraiment ce que ça signifie. Vous donnez l'exemple, au début de votre livre, d'un électricien qui est venu chez vous pour une réparation. Et quand vous lui dites que vous travaillez à Yale et sur ce phénomène, il vous dit « Mais n'est-il pas vrai que la mondialisation détruit la forêt tropicale ?» Oui, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un électricien qui habite milliers de kilomètres de loin d'Amazon, mais il se soucie de sort d'Amazon. Et pour lui, donc, ses pensées, c'est déjà mondialisé. Or, il pense que la mondialisation, c'est un phénomène qui existe dehors de lui. C'est ça. Écoutez, merci beaucoup, Nayan Chanda, pour cette interview. Et on recommande évidemment de lire ce livre. Au commencement était la mondialisation. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du 22h. Merci, mademoiselle.
Allez, la suite du journal avec à présent un sujet qui vous concerne directement, qui concerne en tous les cas vos enfants, puisque le gouvernement s'interroge sur les rythmes scolaires. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a annoncé l'expérimentation d'une nouvelle formule avec des cours le matin. Jusque-là, rien de nouveau, mais avec du sport l'après-midi. Alors, qu'en pensez-vous? C'est le débat du 22h dans un instant, mais d'abord le sujet de Bérengère Dunglas. Ils ont 16 ou 17 ans, passent leur temps à chatter avec leurs potes ou à naviguer sur Internet. Mais que pensent-ils de faire du sport chaque après-midi? Il y a bien sûr les sceptiques, surtout des filles d'ailleurs. Moi je suis pas pour. Non. Parce que le sport c'est moyen. Si on continue à faire ping-pong tous les après-midi ou voler tous les après-midi, ça va commencer à être un peu lourd, quoi. Les convaincus, parfois déjà sportifs. C'est quelque chose qui permettra à la population française d'être plus dans le sport. Et ceux qui pensent la mesure irréalisable, surtout en terminale. On n'a je sais pas combien d'heures de maths, de physique, etc. Enfin, mettre tout ça le matin, déjà de base, se taper 4 heures de physique le matin, c'est dur. Testée depuis janvier dans une seconde du lycée Jean Villard de Meaux, la formule fonctionne bien. Non seulement la classe concernée est la seule à avoir vu sa moyenne progresser de plus d'un point, mais ce n'est pas tout. Au niveau des enseignants, une classe beaucoup plus homogène, beaucoup plus solidaire et qui est à même de soutenir des efforts de 8h30 à 13h30 de façon beaucoup plus importante. Ce sont des enfants et des jeunes gens et des jeunes filles beaucoup plus détendus en rentrant le soir à la maison, plus à même pour se remettre sur leurs devoirs, leur travail pour le lendemain. Une centaine de classes sera concernée à la rentrée prochaine. Ce n'est qu'après cette expérimentation prévue sur 3 ans que le dispositif pourrait se généraliser. Des cours le matin, du sport l'après-midi, y êtes-vous favorable? C'est le débat du 22h, on en parle avec nos invités. Serge Sabrol, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du principal syndicat d'enseignants. Et avec nous, Claudine Caux, bonsoir, vice-présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Peut-être une première question, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes favorable à cette annonce? Pour vos enfants déjà. Alors, Serge Sabrol. Pour mes enfants, j'ai des enfants qui sont trop grands, qui sont plus en âge d'être scolarisés. Mais cette annonce peut sembler a priori une annonce, je dirais, sympathique. Le fait qu'un ministre dise c'est nécessaire de faire plus d'activité physique et d'éducation physique à l'école, comment le syndicat de l'éducation physique pourrait-il être contre a priori? Il y a un problème, c'est dans la mise en œuvre de cette mesure. Donc je pense que le débat va montrer que, comme l'ont dit un certain nombre des élèves, c'est à la fois peut-être intéressant de dire on va développer l'éducation physique à l'école, tout est comment on va le faire, et la généralisation de cette expérience n'est pas possible. Alors on va rentrer dans le détail. Claudine Caux, déjà sur le principe, vous êtes favorable au sport, ça va développer des notions d'équipe, de maîtrise de soi et autres. En équipe, oui, je pense que en tant que maman déjà, moi je suis favorable. Et pour ma fédération, si c'est vrai que cette mesure nous semble intéressante, nous aurions peut-être aimé qu'on intègre plus le niveau apprentissage de la culture générale, visite découverte dans les musées, etc. Je pense que ça aurait été, pardonnez-moi pour le sport, même si j'y crois énormément, ça aurait été un plus. Diversifié. Serge Sabrol, vous parlez plus des moyens, c'est ça, des infrastructures déjà qui ne sont pas suffisantes selon vous aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on voit bien l'expérience se mène dans un lycée avec une classe, l'exemple qu'on nous cite était une classe de 23 élèves. 2 secondes, il y a quand même, la plupart des classes sont plus nombreuses que ça, et une seule classe dans l'établissement. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème pour l'ensemble des enseignements, ce que dit d'ailleurs un élève, c'est-à-dire que pour le faire pour une classe, pourquoi pas, mais si on généralise sur l'ensemble d'un établissement, on va avoir un problème pour mettre tous les enseignements le matin. Il va y avoir problème en termes de nombre de salles, nombre d'ateliers, etc. Moi, dans mon lycée professionnel, les ateliers, ils sont occupés du lundi matin 8h au vendredi 16h, 17h en permanence. Donc il faudrait des moyens considérables et doubler le nombre d'ateliers dans les établissements, etc. D'accord, donc pour vous, en tous les cas, c'est une bonne annonce, c'est une bonne mesure, mais il faut que derrière suivent les moyens pour les infrastructures et tout le reste. Alors, c'est une mesure qui a des aspects qui sont intéressants et des aspects contestables. Vous êtes prudent, hein, d'accord. Voilà. Alors, Claudine Caux, sur le principe, est-ce que c'est un changement radical? Est-ce que c'est un bouleversement pour l'enfant, pour l'élève et même pour sa famille, peut-être aussi, pour tout l'environnement?
Alors, ce que je pourrais dire, c'est que pour un enfant français, oui, ça serait un bouleversement, parce que nous ne sommes ni en Allemagne, ni dans d'autres pays européens où la pratique sportive est une pratique qui va de soi. C'est leur quotidien, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, en France, si j'en crois les derniers rapports concernant l'UNSS et d'autres pratiques sportives encadrées, eh bien, nos petits Français sont un peu moins sportifs. Alors, ça serait bien. Mais pour répondre à votre interrogation, nous, on est quand même à se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas repenser la scolarité de l'enfant, c'est vrai dans sa globalité, mais aussi dans sa journée. Ils font quand même 6 heures de cours par jour. Est-ce qu'on ne pourrait pas alléger ? Parce que c'est bien de proposer d'autres activités, c'est vrai que ça détend, ça va apporter un peu plus de cohésion, de maturité, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas repenser aussi la journée scolaire ? Alors, on a compris votre position, Claudine Cot. Juste sur un point, ce débat sur les rythmes scolaires, il vient à chaque fois presque à marronnier avant les vacances d'été. Est-ce que c'est vraiment l'urgence aujourd'hui, Serge Chabrol, de parler d'aménagement de journée de travail ? Il y a sans doute d'autres urgences, parce que le dispositif qui est annoncé est pour quelques élèves, 1 pour 1000 globalement, si les établissements s'avèrent volontaires. Nous, on pense qu'il faut développer l'éducation physique et sportive pour tous les élèves. Donc ça nécessite de penser en termes d'horaire de tous les élèves en éducation physique et sportive. Et se pose bien sûr toutes les questions d'équilibre de la semaine, d'équilibre de la journée, d'équilibre. On est prêt à des débats. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en l'occurrence, le ministre a fait des annonces ce matin sans aucun débat préalable avec les organisations représentatives. Oui, mais il y a une conférence nationale sur les retraites qui est prévue sur les retraites, sur les rythmes scolaires. On a autre chose sur les retraites, sur les rythmes scolaires qui est prévue en juin. Oui, mais il annonce d'ores et déjà des mesures, des expérimentations, avant d'avoir enclenché le débat. Et cette expérimentation, on n'en a pas parlé. En termes d'installation sportive, par exemple, pour nous, ça va être impossible de généraliser une telle expérience. Et il pourrait dire, on va mettre 3 heures d'éducation physique en lycée, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je vais vous faire réagir à la question Figaro, avec notre partenaire lefigaro.fr qu'on a posée. Vous la voyez s'afficher sur votre écran. Rythme scolaire, faut-il consacrer l'après-midi au sport ? C'est plutôt la majorité qui répond oui à 53%. Donc vous voyez, Claudine Cot, ça va plutôt dans votre sens, oui, mais vous le dites, avec plus de sorties culturelles et de diversité. Donc voilà, pas seulement du sport. Merci beaucoup pour ce débat dans le 22h. La dernière page de ce journal à présent, avec la visite de Martine Aubry aujourd'hui, qui a rencontré les sénateurs socialistes au menu. Eh bien, un thème sensible, non-cumul des mandats. Et les sénateurs PS ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, comme ils le disent eux-mêmes, en appliquant seule cette règle. Notre invité dans un instant, c'est le vice-président socialiste du Sénat, Bernard Frimat. Mais d'abord, on écoute la patronne socialiste. Cette position du non-cumul est pour moi un élément majeur de la rénovation et de l'image que donne notre parti. Et que je suis convaincue qu'au sénatorial comme au présidentiel, c'est un parti ouvert, capable de se renouveler, faisant rentrer des jeunes, des femmes, des hommes et des femmes de la diversité, qui aura encore plus de crédibilité auprès des Français. L'invité du 22h, Bernard Frimat, bonsoir, bienvenue à vous. Première question, comment vous l'avez trouvée aujourd'hui, Martine Aubry, pour parler de ce sujet sensible ? Est-ce qu'elle a été diplomate sur un sujet difficile ou plutôt intransigeante ? Je dirais qu'elle a été égale à elle-même. C'est-à-dire on connaît Martine Aubry, donc on sait, quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit. Donc elle a dit ce qu'elle a envie de dire, et les sénateurs ont exprimé ce qu'ils avaient envie d'exprimer, tout ça pendant 2 heures. Oui, c'est une réunion qui a quand même duré 2 heures. Oui. Ça veut dire quoi ? Qu'elle a eu du mal à vous convaincre ou que le sujet était tellement sensible ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sénateurs qui ont parlé, qui voulaient apporter leur témoignage, qui voulaient expliquer quelle était la position, leur situation, et pourquoi on se trouvait devant une succession d'élections très importantes. La vie politique en France, elle est rythmée par les présidentielles. Donc il y a une échéance majeure, les présidentielles de 2012. Et 6 mois avant, il y a les élections sénatoriales. Et la possibilité que le Sénat bascule à gauche. Vous êtes optimiste ? Non, je dis la possibilité. C'est une vraie possibilité. Je dis que c'est dans le champ des possibles. Et est-ce qu'avec ce principe, avec cette règle de non-cumul des mandats, est-ce qu'on risque de tout gâcher de cette chance, selon vous, que le Sénat passe à gauche ? Non, je crois. Le problème du cumul ne nous sépare pas. Je dirais, moi j'ai défendu dans la révision constitutionnelle des amendements pour mettre en place, amendements que la droite a refusés. Ce que nous disons, c'est qu'à une élection, il faut pouvoir concourir à chance égale.
Ah, donc c'est-à-dire... Mon ami Guillaume disait, quand on fait un sprint, s'il y en a un qui a des Nike et l'autre des talons aiguilles, c'est un peu difficile de courir de la même façon. C'est-à-dire, pour vous, il ne faut pas que le PS donne l'exemple tout seul, il faut qu'il y ait une loi pour tous les élus. Je crois qu'il faut qu'il y ait une loi qui règle le problème. Et c'est dans un an, pour les sénatoriales de 2011, je pense qu'on a le temps ensemble de discuter, de trouver des modalités. Je pense qu'il faut rester sur une vision d'ouverture. On a ouvert un dialogue, c'était un dialogue franc, clair. Ouais. Et puis, à partir de cela, on va commencer doucement à réfléchir, à voir telle et telle situation. Je pense que l'important, c'est que personne n'est resté bloqué. Mais nous ne sommes pas bloqués. Martine Aubry a dit qu'il y aurait des dérogations marginales, en tout cas. Est-ce que c'est une avancée, déjà ? Écoutez, en tout cas, c'est pas un recul, par rapport à une position. Donc, vous êtes prudent. Par rapport à une Elle a lâché position. du lest. Je ne sais pas si on peut le poser comme ça en lâchant du lest. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans la meilleure position possible pour affronter ces élections. Alors, la situation n'est pas identique dans chaque département, mais ce n'est pas l'opposition des anciens et des modernes. Bien sûr. On est un certain nombre dans ce groupe socialiste aujourd'hui à ne plus cumuler après avoir cumulé hier. Et la tendance que nous défendons, c'est d'aller vers le non-cumul, mais par la loi. Alors, Bernard Frimat, vous parlez d'un dialogue constructif, vous êtes plutôt consensuel ce soir. Il y en a un qui ne l'est pas vraiment. Il est socialiste, il est sénateur, c'est Gérard Collomb qui parle d'un dialogue de sourds. Qu'est-ce qui lui arrive ? Ça prouve que... Il faut lui poser la question, mais ça prouve que la parole est libre. Mais que Gérard Collomb s'exprime et que le maire de Lyon, président de la communauté urbaine, soit socialiste, moi je suis plutôt content. Il a quand même été gagné une ville qu'on réputait ingagnable pour les socialistes. Donc il faut continuer partout, il faut porter notre discours, il faut aller sur le fond, il faut parler à l'ensemble des élus. Le corps électoral du Sénat est un corps particulier et il est complètement agressé par la politique du gouvernement, par la disparition des services publics en milieu rural, par la fermeture des postes, par la fermeture des hôpitaux. Et devant cela, il faut défendre. Et peut-être aussi par les annonces sur la réforme des retraites qui concerne évidemment les Français. On l'a vu aujourd'hui, apparemment, le gouvernement fait sauter le verrou des 60 ans. Est-ce que c'est une surprise ? C'est un secret de polichinelle. Je pense que le gouvernement a voulu aider les syndicats à réussir leur journée d'action du 27 mai. Et pour qu'ils puissent la réussir pleinement, il leur a donné une raison supplémentaire de lutter. Vous comprenez, le problème, il ne faut pas le poser de manière comptable. Moi, quand on évoque les 60 ans, je pense à des gens qui sont rentrés chez Usiner à 14 ans ou qui ont travaillé chez Eternit, qui sont amiantés, qui sont là peut-être aujourd'hui à 57, 58 ans et qui disent « Eh bien, on va me rajouter 1 an, 2 ans ». Je pense qu'ils ne méritent pas ça. Mais est-ce qu'il peut y avoir, Bernard Frimat, des dérogations pour ces gens qui ont commencé très tôt, des dérogations aussi pour des métiers très pénibles, et puis un allongement de l'âge légal de la retraite, compte tenu aussi de l'évolution aujourd'hui de la société? Ce n'est pas le Parti socialiste qui fera la proposition de loi, le projet de loi. Nous avons présenté nos propositions. À partir de ça, c'est au gouvernement à aujourd'hui à faire les siennes. Vous avez vu comment elles ont été jugées insuffisantes, en tous les cas, sur le montant, sur le financement? Par qui? Ah ben, je vous dis la réponse du gouvernement, vous l'avez proposée. Je dirais que le gouvernement ne soit pas enthousiasmé par les propositions de l'opposition, ce n'est pas un scoop. Je dirais, nous sommes contre le bouclier fiscal, le gouvernement le défend. Nous sommes contre les 20 milliards de niches fiscales qui ont été vers les plus favorisés, le gouvernement n'est pas sur cette position. Oui, mais tout cela ne donne pas la somme nécessaire. Mais si. Tout cela donne la somme nécessaire. Elle est évaluée... Pour 2025, pas pour tout de suite, Bernard Frimat. Elle est évaluée à 45 milliards jusqu'en 2025. Les choses sont mises sur la table. Le dialogue doit s'ouvrir avec les syndicats. On a un gouvernement qui parle beaucoup de concertation, mais qui a tendance à décider d'abord et à concerter après. Et après la concertation, il répète ce qu'il avait décidé antérieurement. Alors je dis, les syndicats vont descendre dans la rue, les socialistes aussi? Bien sûr. Bien sûr, parce que de nombreux socialistes, je pense un grand nombre sont syndiqués, et parce que le mouvement va être un mouvement de protestation populaire contre une politique globalement défavorable aux classes moyennes et aux gens qui souffrent le plus dans ce pays. Merci beaucoup Bernard Frimat d'avoir été l'invité du 22h. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, restez avec nous, c'est Déshabillons-les. Hélène Risser s'intéresse au patron des députés UMP, Jean-François Copé. Très très belle soirée à vous.
il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Le 27 avril 1969, De Gaulle perdait le référendum sur le Sénat et quittait le pouvoir. 40 ans après, le réalisateur Jean-Michel Dzian a interrogé les proches et les biographes du président pour comprendre les raisons de ce départ et son lien avec les événements de mai 68. Je pense que mai 68 a tué De Gaulle. De Gaulle, la fin d'un règne. Un documentaire pour revisiter les grandes heures de notre histoire, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Patronne en France du géant américain General Electric et vice-présidente du groupe pour les relations avec les grands comptes publics de par la planète, cette mère de 9 enfants parcourt le monde tout en veillant à sa progéniture. Autant de personnages en une seule personne, Clara Guémard est l'invitée de Leader, l'économie par ceux qui la font. Leader, l'économie par ceux qui la font, présenté par Gérard Bonos, c'est mercredi à 22h30 sur Public Sénat. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. C'était en 1993 et depuis, ce caractère, paraît-il, bien forgé, a construit sa carrière dans le sillage de son père. Alors comment Marine, de son prénom, se démarque-t-elle tout en respectant la marque Le Pen? Quel est son style? Et ce style lui permettra-t-il effectivement de succéder à son père? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, celle que beaucoup voient déjà à la tête du Front National, avec nous 4 invités. Christophe Forcari, journaliste à Libération et spécialiste du Front National. Erwan Lecoeur, sociologue et spécialiste aussi du Front National. Mariette Darigrand, sémiologue du cabinet des faits et des signes pour analyser ce style Le Pen au féminin. Et Serge Effez, psychanalyste, spécialiste des questions familiales pour décrypter les relations entre Marine Le Pen et son père. Des relations pas si simples, car si Marine Le Pen se veut fidèle à son père, elle cherche aussi à s'en démarquer. On regarde. Nous avons nos personnalités, nous avons nos caractères, nous avons nos passés. Évidemment, je n'ai pas le même parcours que Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas le même âge que lui. Nous avons des parcours, une histoire qui est différente. Nous avons sûrement aussi des caractères qui sont différents. Donc je crois qu'on fait de la politique, en tout cas, je l'espère. Sûrement, beaucoup ne le font pas, mais moi, en tout cas, je fais de la politique avec mon cœur. Est-ce que vous avez dit à votre père qu'il avait fait des erreurs, pas simplement de communication, mais des erreurs de fond, en apostrophant des Français sur des sujets qui sont grandement tabous ou grandement sensibles. Au-delà du sensible. Mais Monsieur Durand, en général, vous êtes assez libre. Ce que nous pouvons nous dire avec mon père reste entre nous, bien entendu. Vous êtes responsable politique. Non, mais d'accord. C'est pas la domaine de la vie. Est-ce qu'il a eu tort le détail de... Est-ce qu'il y a une prescription? Non, parce que moi je me pose la question, parce que les plus grands criminels, ils ont une prescription.